Production. Aujourd'hui, on va se poser cette question. Le trail est-il vraiment fait pour tous et tous? C'est parti. L'UTMB vient de célébrer son 20e anniversaire. Chaque vendredi du 8 au 29 septembre, nous vous ouvrons les portes de l'ultra-distance. Plongez au cœur de la préparation des athlètes de légende et découvrez les secrets derrière leurs exploits hors normes. Ce programme vous est proposé par Oka, partenaire principal de l'UTMB. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver dans notre nouvelle capsule UTMB enregistrée à Chamonix depuis le chalet Oka. Tout au long du mois de septembre, chaque vendredi, nous plongeons dans l'univers de l'Ultra Trail pour vous faire découvrir les coulisses de cette discipline, les stratégies de préparation ou encore les histoires derrière les athlètes. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir 3 invités. La première est une traileuse. Justine, je crois que tu viens de terminer une course. Comment est-ce que ça s'est passé? Ouais, salut. Écoute, j'étais sur la MCC ce lundi et ça s'est plutôt très bien passé. Ouais. Non, ça s'est très bien passé. On a eu beaucoup de pluie, ça glissait, mais c'était super. Notre deuxième invité, Rudy, est un nouveau venu dans le monde du trail. Il a découvert cette discipline ici à Chamonix. Et depuis, c'est une histoire d'amour qui a commencé. Comment est-ce que tu vas toi aujourd'hui? Je crois que tu n'as pas couru parce que tu es un petit peu blessé. Exactement. Donc là, je suis juste là pour supporter mon équipe et tous les autres coureurs. Et parce que malheureusement, je me suis fait rupture des ligaments croisés il y a 2 mois. Et je devais courir l'OCC. C'est pas une blessure de footballeur, ça, plutôt qu'une blessure de trailer? Eh c'est bien ça. Je me suis fait cette rupture des ligaments croisés au foot au Parc des Princes. Au Parc des Princes. Voilà. Bon. La bonne excuse. Bonne excuse. Voilà. Bon. Combien de temps de guérison les ligaments croisés? C'est 6 à 8 mois. 6 à 8 mois. Ouais, 6 à 8 donc t'es mois. pas encore. Non, j'ai mon opération qui est la semaine prochaine. D'accord. Et enfin, nous sommes accompagnés de Chloé Léger. Alors, ton poste, c'est Régénération Manager, c'est ça au sein de l'UTMB. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les missions et la fonction justement que tu as sur l'UTMB? Oui, bonjour à tous. Donc moi, je m'occupe de la partie RSE, donc on appelle ça la régénération chez l'UTMB. Et donc ça inclut la stratégie environnement sur les territoires et aussi bien sûr sur l'humain et donc l'inclusion et la diversité. Tu es arrivé quand dans les équipes de l'UTMB? C'est un poste qui a été créé récemment? Il y a un peu plus d'1 an. Donc voilà, je fête mes 1 an d'anniversaire pour le groupe UTMB. Alors aujourd'hui, on va se poser ces questions. Le trail est-il vraiment une discipline accessible à tous et à toutes? Quels sont les freins à la pratique du trail running? Pourquoi les femmes sont encore minoritaires? Ou encore les événements sportifs sont-ils vraiment accueillants pour les familles ou encore les enfants? Et on va répondre encore à plein d'autres questions. L'idée, c'est de pouvoir avoir un petit débat justement sur l'évolution du trail. Et pour commencer cette émission, j'aimerais qu'on se plonge un peu dans les origines du trail running. C'est vrai que historiquement, quand on pense au trail, on a souvent l'image, plutôt quand on pense au trailer, on a souvent l'image d'un homme d'âge mûr, environ 40-50 ans, qui vit plutôt en montagne, loin des villes, loin des réseaux, un peu rustre, voilà, mais dans le côté un peu folklorique du terme. Mais la réalité, elle est peut-être un peu différente de cette vision stéréotypée, surtout avec l'essor récent de ce sport qui attire maintenant une grande diversité des profils des coureurs. Justine, toi, tu es une jeune femme citadine, je crois que tu vis à Paris. Qu'est-ce qui t'a attiré, qu'est-ce qui t'a séduit dans ce sport? Parce que finalement, tu corresponds pas forcément au stéréotype que j'ai cité à l'instant. Non, clairement pas. Oui, alors moi j'habite à Paris depuis 4 ans, mais en fait je suis originaire des Vosges, en Lorraine, donc qui est quand même globalement une terre de trail. Ouais. En tout cas, on en court beaucoup. Et en fait, la question s'est pas trop posée, parce que je viens d'une famille de trailers. Ma grand-mère faisait beaucoup d'ultra. Donc depuis toute petite, je cours des ultras. Et après, je suis partie à Paris pour le travail, mais toujours cette envie et cette passion de courir ce genre de format. Et est-ce que tu es d'accord avec cette image un peu dans l'inconscient collectif? Est-ce que c'est quand même ça, quand on pense au trail, c'est un peu la première image qu'on voit? Oui, je pense que oui. Je pense que c'est le cas. Après, on est quand même de plus en plus de femmes à se mettre sur des courses et ça, c'est super. Je pense c'est plus une question de... je pense qu'on y reviendra après, mais d'organisation, de moyens. Mais on peut toutes le faire. Mais il y a de plus en plus de femmes et ça, c'est chouette.
Rudy, toi, tu es aussi citadin, je crois que tu es aussi parisien. Avant de participer à ta première course de trail, quelle image tu avais de ce sport par rapport aux autres formes de course à pied, course sur route? Je crois que tu faisais un peu de 10 km, de semi-marathon. C'était quoi l'image que tu avais avant de connaître cette discipline? Moi, avant de connaître cette discipline, je pense que je me disais que c'était pas pour moi. Ça ne devait pas être pour moi, mais simplement en termes de distance. Parce que de base, que je voyais le stéréotype du coureur, moi je l'avais pas rien qu'au niveau de mon physique. J'allais être soit trop épais, soit un peu trop musclé pour tenir sur du très long. Et donc je me suis tout de suite dit le trail ça va être compliqué. Et comme j'aime bien me challenger, je me suis dit on va partir sur un premier trail qui sera la Saint-Élion. Et après cette course... c'est vrai que la Saint-Élion, c'est souvent un peu le trail pour les coureurs sur route qui débutent. Exactement. Donc toi, tu avais plutôt des a priori par rapport à ta morphologie, c'est-à-dire en fait, gros, tu n'avais pas le gabarit pour faire du trail, tu n'étais pas affûté pour, tu n'étais pas morphologiquement pour. C'est ça, tes premiers freins. Oui, et après, j'avais aussi le frein de tout ce que je voyais. La diversité n'était pas là non plus en termes d'ethnique. Et justement, parce que nos auditeurs ne peuvent pas te voir, ceux qui nous regardent sur YouTube, mais c'est vrai que tu as un style assez urbain, avec des tatouages. On va dire que tu contrastes un peu avec l'image classique du trailer. Comment tu as été perçu justement? Comment s'est passé un peu ton intégration dans le monde du trail? Parce qu'on va pas se mentir, tu détonnes un petit peu, c'est sûr. Si tu peux bien parler par contre devant le micro. Elle n'était pas bonne. Elle n'était pas bonne du tout. On m'a pas très bien accueilli. Mais ça ne m'a pas tellement choqué parce que je me disais déjà que ça allait être ça, donc ça ne m'a pas vraiment choqué. Mais souvent, on me disait, voilà, il y a un footballeur sur la course, c'est bizarre. Donc j'étais là, soit un footballeur, soit un rappeur, soit un basketteur. Donc j'étais là, voilà. Et ce qui me dérangeait un petit peu, c'était le manque de tact dans certains mots, dans certaines, en fait, sur leur langage. La manière de me parler, la manière de juste me dire mais t'as rien à faire ici. Je pense pas que le trail ça soit pour toi. Tu t'es perdu un petit peu quoi. Ouais, mais bon. C'est vrai qu'il y a un peu cette image du trail un peu d'antan, un peu historique, un peu, tu vois, l'ancien trailer, un peu l'esprit trail, mais ça, c'est pas propre au trail. On avait eu ça aussi dans le marathon, dans la piste, un peu avec les anciens et les nouveaux. Et des fois, il y a un peu une dualité. Toi, Justine, tu pratiques le trail depuis maintenant plusieurs années. Je pense que quand même, est-ce que tu as remarqué quand même des changements là, dans les 3 dernières années dans la communauté du trail running, notamment leur capacité à accueillir peut-être des nouveaux profils? On voit quand même que ça commence à évoluer aujourd'hui et que les choses se passent un peu mieux, mais est-ce que tu as vu des différences vraiment en 4 ans? Est-ce que c'est notable pour toi, cette diversité de profils? Oui, non, mais évidemment, et même au-delà des 4 dernières années, je voyais, j'ai retrouvé, c'est rigolo, mais j'ai retrouvé des photos de ma grand-mère qui en 2000 courait. Au niveau même de l'équipement, par exemple, il y a eu un gap énorme. Je pense qu'au départ, les équipements n'étaient pas spécialement faits pour les femmes. Les sacs de trail étaient plus lourds. Les chaussures, on était sur des grosses chaussures de marche qu'on va mettre en rando maintenant. Donc on a quand même, déjà rien qu'à ce niveau-là, il y a eu quand même un gap qui a été bien poussé, où maintenant on peut s'habiller comme les garçons. On n'a peut-être pas autant de coloris, ni autant de choix dans les choses, mais il y a autant en tout cas pour bien s'équiper que les mecs. Et donc ça déjà, évidemment, pour nous, pour pouvoir s'entraîner, c'est super. Et après, au-delà de ça, je pense qu'il y a quand même quelque chose sociétalement parlant qui a évolué en général pour la place des femmes dans la société, qui fait qu'aujourd'hui, les femmes quand même s'engagent plus sur ce genre de longue distance, en tout cas essayent, et sont portées aussi par des marques et par un environnement qui les permettent aussi de s'inscrire dessus. C'est vrai qu'il y a une dizaine, quinzaine d'années, les femmes sur trail, c'était quand même extrêmement minoritaire. Elles le sont encore aujourd'hui, mais c'était beaucoup plus avant. On va reparler, d'ailleurs, on va écouter tout à l'heure un petit reportage justement sur ça pour voir un peu comment les choses évoluent et on fera vraiment un focus sur ça. Chloé, c'est vrai que l'UTMB est souvent, c'est l'une des disciplines qui a la réputation d'être la plus dure au monde, la plus exigeante, et du coup, c'est vrai que ce n'est pas forcément celle qui paraît le plus accessible. Quelle initiative vous avez pris, vous, au sein de l'UTMB, justement, pour essayer de favoriser peut-être un peu plus d'inclusion, une diversité des profils, l'accessibilité aussi, de goûter un peu au trail avant de se lancer sur une épreuve aussi exigeante qu'un UTMB? Alors déjà, donc cette année, on fête les 20 ans de l'UTMB, donc la distance qui fait tout le tour du Mont Blanc de 100 miles
à 20 ans. Et ce qui a vraiment évolué dans ces dernières années, c'est l'ouverture de nouvelles distances et surtout des distances plus courtes. Donc il y a des 20 km, des 50 km. C'est des distances qui sont beaucoup plus accessibles et c'est là où on voit en fait un meilleur pourcentage notamment de la participation des femmes. On est sur des pourcentages autour de 30, 35, 40, 45%, même pour le TC mardi. Et donc c'est vraiment des disciplines déjà qui favorisent un peu une initiation au sport et qui permettent après de se développer et avec le temps d'accéder à des distances plus longues. C'est vrai qu'effectivement ces courses elles se développent, elles rencontrent quand même beaucoup de succès. Toi justement Rudy, tu disais tout à l'heure que tu craignais un peu morphologiquement d'être pas fait entre guillemets pour le trail. Oui. Aujourd'hui, je pense que tu allais un petit peu plus au-delà de ces a priori. Et Clairement. On voit aussi même les profils chez les élites des coureurs de trail. On parlait de Jim Wamsey tout à l'heure. Tu vois Kylian Jornet aussi. C'est vrai que finalement, morphologiquement, ils se rapprochent de plus en plus, en tout cas pour certains aussi, du coureur sur route. Il y a moins de différence. En tout cas, on se rend compte que la course à pied, c'est avant tout courir. Et du coup, toi, quel conseil peut-être tu pourrais donner à des gens qui pensent, voilà, peut-être pas être faits pour le trail parce qu'ils vivent à Paris, ils peuvent pas s'entraîner, parce que voilà, ils connaissent peut-être un petit peu moins les codes de ce monde-là. Voilà, quel conseil tu pourrais leur donner, toi qui es passé par là? Moi, en vrai, ce genre, je pense que le meilleur conseil, en fait, c'est d'y aller, de mettre des œillères et d'oublier qui pourrait ne pas être fait pour le trail. Je pense que maintenant, tout le monde, qu'on soit un homme, une femme, qu'on soit gros, mince, musclé, non musclé, je pense que dès qu'on a un bon mental, ça va suffire. Je pense que chaque homme peut réaliser ce genre de choses. Et puis venir voir aussi, parce que c'est vrai que là, quand on se balade, on voit les courses, on voit quand même les profils. En fait, c'est pas du tout l'image qu'on peut avoir, les a priori qu'on peut avoir sur le trail. Toi, Justine, j'imagine, qui fréquente le trail, tu dois voir aussi, on voit tout, quoi. Oui, on voit de tout. Après, ça dépend des courses. Hein. C'est vrai qu'à l'UTMB, en tout cas, on en parlait tout à l'heure en off, il y a quand même de tous les profils, de toutes les nationalités. Il y a énormément de... Ça ramène énormément de monde et c'est ça qui est chouette, en fait. C'est de voir qu'on est tous finalement une communauté autour de ce sport où on kiffe tous ensemble. Il y a aussi une autre dimension, alors là qui est un petit peu plus économique. Et là, Chloé, je vais me tourner vers toi. C'est vrai que beaucoup hésitent à se lancer aussi dans le trail, parfois à cause peut-être des coûts d'inscription, des difficultés aussi pour obtenir des dossards. C'est pas toujours simple, comme par exemple le système de points et tirage au sort de l'UTMB. Toi qui es un peu au cœur de l'organisation, est-ce que tu peux nous parler des mesures peut-être qui peuvent être, que vous avez certainement mis en place ou envisagées pour rendre peut-être ces trails plus accessible, faciliter les inscriptions, parce que ça peut créer aussi pas mal de frustration chez les coureurs. On peut avoir l'impression finalement que c'est des courses qui ne sont pas réservées à tout le monde. Si tu peux juste bien te rapprocher du micro, parce qu'il y a un peu de bruit avec le salon. Oui, complètement. Alors déjà, l'ancien système sportif générait énormément de frustration. Il y avait plus de 8 ans d'attente pour avoir une place pour l'UTMB. Donc on comprend que les coureurs étaient très frustrés. C'est de là où est née en fait l'idée de l'UTMB World Series, de créer des courses partout dans le monde où il y a des communautés de trail. Et grâce à ces courses-là, c'est de se dire aussi, en fait, pas tout le monde peut venir courir à Chamonix, pas tout le monde peut se le permettre, pas tout le monde va pouvoir aussi avoir accès. On ne peut pas accepter plus de 10 000 coureurs chaque année, mais on peut essayer de créer ces mêmes courses dans des paysages aussi magnifiques partout dans le monde, plus proches de chez vous, si vous vivez en Asie, si vous vivez aux États-Unis, et d'essayer d'amener cette même ambiance de course, cette même énergie partout dans le monde pour donner accès. C'est aussi des courses qui sont plus accessibles, qui ne sont pas à loterie, qui sont aussi des dossards qui sont moins chers. Donc déjà, c'est un premier pas vers ça. Mais bien sûr, il y a une autre barrière à franchir et c'est là où on est en train de réfléchir à d'autres éléments pour vraiment aller chercher des gens qui ne pourraient pas du tout avoir accès au trail. Donc par exemple, un programme qu'on a lancé au Brésil cette année, c'est d'aller chercher 6 coureurs, 3 femmes, 3 hommes, au sein de la ville de Paraty où il y a la course, donc c'est vraiment un tout petit village au sein du Brésil, et leur donner tous les moyens pour faire la course et même participer à Chamonix l'année prochaine. Justine, Rudy, tous les deux, est-ce que vous pensez quand même que le budget pour le trail il dépasse quand même largement celui de la route, entre le coût des dossards, l'hébergement là aussi à Chamonix, se nourrir, se loger, est-ce que ça peut pas aussi limiter un peu ce sport à une certaine classe socio-économique et du coup exclure d'autres et pas tomber un peu comme le golf ou le ski? Est-ce que le trail, c'est pas un risque ça finalement que ça soit réservé qu'à une certaine tranche de la population? Ça peut l'être. Ça peut l'être parce que c'est vrai que là, comme tu viens de le dire, déjà le dossard, ça va être une centaine d'euros. Les moyens
Déjà rien que le logement et les transports, ça va coûter à peu près la même chose. Donc, Plus. Ouais, ou plus. Tout va dépendre en fait du nombre où vous êtes. Par exemple, nous, notre équipe, on est venu à 25. Juste on va faire un petit exemple, comme ça on a le bon. On est venu à 25. On avait une coureuse donc, sur la MCC. On avait 18 coureurs sur... non, on avait 20 coureurs sur le TC, donc, qui restait une course accessible parce que le dossard, je crois, il doit être à 45 €. Et on avait 3 coureurs sur l'OCC. Et maintenant, il a fallu réserver des chalets, réserver des trains, des voitures. Et je ne vais pas te cacher Ça coûte cher. le budget. Surtout que vous faites partie d'une communauté de runners, Ouais. les Power Run, je crois. Power Up. Ouais. Et du coup, vous essayez un peu de mutualiser les coûts à travers ce rassemblement. Ouais, mais au-delà, je rejoins complètement Rudy là-dessus, Ouais. au-delà de... Là, c'est cette semaine, c'est à Chamonix, mais en général, faire du trail, ça coûte cher parce qu'il faut s'équiper, il faut le bon matériel. Si tu commences en plus à faire du plus long, de l'ultra, ta frontale, t'as pas envie que ta frontale elle se tienne au bout d'une heure, donc il te faut une bonne frontale qui coûte un peu cher. Tes baskets, elles doivent tourner régulièrement aussi parce que tu les mets pour t'entraîner, donc il faut changer très régulièrement. Tout l'aspect nutritif, s'acheter des barres, des gels, tu les manges au bout d'un moment, donc c'est des choses qu'il faut, c'est pas pareil. Avec des prix des fois qui sont très chers sur la nutrition. Tout à fait, il faut racheter ça assez régulièrement. Nous, comme tu le disais, on est à Paris, donc on se déplace très souvent pour venir s'entraîner. Donc en fait, les week-ends, les semaines de vacances, on reprend des trains, on reprend des hôtels. C'est sûr que si on habitait à la montagne, ça serait différent, mais nous, on a fait ce choix de vie d'être à Paris, donc il faut aussi, cette gestion-là de se dire, j'ai mon budget aussi qui part pour mes entraînements. Donc oui, je pense que aujourd'hui, c'est un sport qui coûte cher. Tout le monde, sauf si tu as la chance d'habiter à la montagne et pas forcément mettre de dossard, où là, tu peux kiffer tes courses tranquillement. Mais à partir du moment où tu veux mettre des dossards, c'est tout de suite plus compliqué. Chloé, chez les jeunes, on sait que vous avez développé pas mal de courses, l'YCC. Est-ce que les prix des dossards, quand même, vous êtes vigilant à ce qu'ils restent accessibles sur les courses réservées aux ados, aux plus jeunes? Et est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être des initiatives à penser, un peu à l'image comme le ski ou le golf, où on va essayer d'aller chercher des jeunes qui sont ici peut-être de quartiers un peu plus défavorisés, pour leur faire découvrir un peu ce monde-là, essayer qu'ils ne soient pas hermétiques ou fermés? Est-ce que c'est des pistes auxquelles vous réfléchissez? Complètement, et déjà je pense que le bel exemple c'est les mini UTMB, donc c'est les courses pour les plus jeunes qu'on organise, ça va jusqu'à l'âge d'adolescence dans toutes les communes autour du Mont Blanc, le plus grand étant à Chamonix, c'était mercredi avec plus de 1500 enfants qui ont participé. Le dossard est complètement gratuit, l'idée c'est vraiment on sait que les enfants sur cet événement, c'est vraiment un événement familial, ils ont leur place aussi ici, ils ont envie de courir comme papa et maman, donc leur donner cette opportunité-là. La prochaine étape, c'est l'YCC qui est un petit peu plus accessible aussi, mais qui aussi a l'espoir un peu de rajeunir le sport et de vraiment créer une vraie compétition pour les jeunes. Ils ont la chance de finir sous la vraie arche de l'arrivée qui leur donne toute cette même importance que les Kilian ou des Jim. Et donc, c'est des courses qui aussi rajeunissent le sport et qui donnent envie à des enfants de vraiment se mettre à ce sport-là et de faire comme leurs parents. Il y a un enjeu de rajeunissement. C'est vrai que le trail a plutôt, comme on le disait en introduction, c'est plutôt un homme d'un âge certainement mûr. Est-ce que vous voyez quand même un rajeunissement des coureurs, des profils qui changent? Est-ce que vous le constatez aussi dans vos chiffres? Alors aujourd'hui, la moyenne d'âge est quand même à 42 ans. Donc on voit que la moyenne d'âge est quand même élevée, mais on le voit, le rajeunissement surtout sur la partie podium. Donc les très forts sont beaucoup plus jeunes et donc ça fait des influenceurs qui vont aller chercher des plus jeunes pour venir courir. Donc on commence à voir des très jeunes sur les podiums qui vont, au fil des années, bien sûr, rajeunir le sport. J'aimerais maintenant qu'on revienne un peu sur la présence des femmes sur le trail, parce que cette année, les femmes représentent 21,5% des participants, toutes courses confondues sur l'UTMB, mais je parle sous ton contrôle, évidemment, Chloé. 10% sur l'emblématique 171 km, le format phare de l'UTMB. Au cours de la dernière décennie, la présence des femmes varie, je crois, entre 8 et 12%. Et même si la tendance allait à la hausse dans cette discipline, elle reste quand même majoritairement masculine. Et d'ailleurs, on est parti à la rencontre des traileuses sur le salon à Chamonix pour leur demander un peu comment est-ce qu'elles perçoivent la présence féminine dans le trail. Et il semble que les choses quand même semblent bouger et évoluer. Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute ce reportage réalisé par Nicolas Viau, Magnéto. Bonjour, je suis Florence, je viens de région parisienne. De ma vision, j'ai l'impression qu'elles prennent de plus en plus de place. Ça reste toujours minoritaire.
Pour autant, je trouve qu'on voit de plus en plus de femmes en train de courir, que ce soit pour le plaisir ou pour la performance. Et je trouve ça assez chouette de voir aussi qu'elles sont mises en valeur à hauteur des hommes dans la présentation des coureurs là actuellement ou même sur des moments de course, quoi. C'est assez chouette. Je pense qu'il y a une question aussi de culture et de place qu'on laisse aux femmes. Et quand je dis place, c'est au sens large, c'est-à-dire le temps qu'on leur laisse pour pratiquer le sport, la culture qu'on leur donne dès toutes petites. En fait, c'est une histoire de sociabilisation aussi dans ce monde du sport, etc. Mais elles sont largement capables, avec tout ce qui est mis en place pour les hommes à l'heure actuelle dans le sport de haut niveau, si la même chose était mise en place pour les femmes, je pense que justement sur des sports d'endurance, elles ont toute leur place. Donc moi c'est Hortense Mermillon, donc j'ai 21 ans. Dans le futur, j'imagine qu'il y a de plus en plus de femmes maintenant qui se mettent à courir. C'est vrai que comme tu parlais avant avec les hommes de Courtenay qui est vraiment on va dire une grande star maintenant du trail, ça donne vraiment envie aux jeunes, aux futures jeunes filles de se mettre à courir. Ça donne envie de se dépasser, de donner le meilleur de nous-mêmes. Et je trouve que les filles, on est de plus en plus représentées et c'est vraiment cool. J'avais entendu parler que les femmes étaient plus performantes sur le long. Donc raison de plus pour se mettre au long et donner une bonne leçon aux garçons. Je m'appelle Annie Guillot. En France, on s'est aperçu que les femmes font attention à leur tenue. Mais côté, je vois sur l'Europe ou même les États-Unis, elles ont plus des vêtements plus cool. La seule remarque que j'ai eue, c'est mais pourquoi tu cours? Pourquoi, par exemple, quand j'ai fait du TMB, et qu'est-ce que ça t'apporte de faire, de pas dormir, de pas... Moi, j'avais fait 42 heures, donc c'est beaucoup, mais enfin pour moi c'était bien. Donc voilà les questions que les hommes portent. Pour eux, c'était plus réservé aux hommes avant. Il y a 4-5 ans. Et maintenant, on voit bien que les femmes, les féminines s'y mettent de plus en plus. De retour au studio, Justine, en tant que traileuse, quelle est ta perception, toi, après avoir écouté ce reportage? Est-ce que tu partages ce que tu as entendu, l'expérience? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et toi, quel défi t'as un peu rencontré quand tu t'es lancée dans le trail? Ouais, non mais je suis complètement d'accord, surtout avec le premier témoignage de Florence, je crois, effectivement, qui disait qu'on était de plus en plus nombreuses et que ça, en fait, ça dépendait finalement de la place qu'on nous accorde dans ces moments-là. Non, je pense qu'on est de plus en plus nombreuses et ça, on en a un peu parlé déjà tout à l'heure, mais je pense que l'environnement aujourd'hui fait qu'on nous pousse de plus en plus et qu'on a aussi des modèles qui nous représentent. Effectivement, bon, il y a une Courtenay, mais bon, Courtenay, c'est la superstar et je femmes et toutes assez loin quand même de ce niveau-là. Mais il y en a d'autres, mais il y en a Alice, Rousset, exactement. Voilà, il y a beaucoup de femmes près desquelles maintenant, effectivement, on peut s'identifier. Je pense que les réseaux sociaux aident aussi beaucoup à apporter un petit peu de visibilité et à nous permettre d'avoir un peu plus confiance. Et je suis complètement d'accord. Je pense que les filles, on est plus endurantes. Je pense effectivement quand on prend le départ d'une compétition, on sait qu'on va pas forcément dépasser les garçons, mais ça c'est un non-sujet en fait. C'est encore complètement l'idée, autre chose. C'est pas de mettre en opposition les garçons et les filles. Et on n'est pas dans le combat. C'est vraiment justement d'avoir de plus en plus de femmes qui puissent se challenger sur ces grandes distances-là. Et je pense qu'en nous laissant le temps, en nous donnant les moyens de plus s'entraîner et de nous mettre encore plus en avant, on est tout à fait capable, voire encore plus forte que les garçons pour s'aligner sur des gros formats. Et on entendait Annie, je crois, sur les tenues, qui nous expliquait, qui faisait peut-être un petit peu plus attention. C'est vrai, quand on est 9% de femmes sur les trails, des fois on parle de l'importance aussi d'avoir la mixité sur les courses, mais on ne se rend pas compte forcément quel enjeu il y a derrière. Annie, ce qu'elle pouvait expliquer, c'est qu'à l'époque, en tout cas, il fallait faire attention à comment on s'habille, parce qu'on pouvait avoir des coureurs qui courent un peu derrière elle ou ce genre de choses. Donc on a vu les jupettes, par exemple, de trail. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne voit pas sur la route, c'est quelque chose qu'on ne voit pas sur la piste et qui peuvent peut-être servir aussi un peu à masquer les formes, avec cette envie d'être très discrète. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est vu. On voit aussi même, on a peut-être un imaginaire aussi de l'athlète, de la traileuse qui doit être une femme athlétique, bien habillée, soignée. Et on voit quelquefois des remarques sur Courtenay Dauwalter. Il y avait un article qui était sorti, c'est pourquoi finalement elle s'habille un peu comme un sac. Donc je pense pas qu'on aurait sorti cet article où on mettait qu'on trouvait qu'elle s'habillait trop large, pas assez féminine. On n'aurait jamais reproché ça à un homme. Toi, au niveau de ta tenue, est-ce que tu as remarqué des fois peut-être des regards, parce que vous êtes minoritaire, donc c'est sûr que vous allez un peu plus sortir du lot.
Oui, alors moi c'est un peu paradoxal parce que je cours quasiment qu'avec des garçons, que ce soit avec l'équipe ou même dans ma vie perso, avec ma famille, etc. Donc je me sens, ou alors je remarque pas, mais je me sens pas spécialement matée, contrairement à lorsque je me balade dans la rue en fait. Je trouve que dans la course, il y a quand même, je trouve les hommes globalement plutôt, alors effectivement t'as des ovnis qui comprennent pas, mais globalement je trouve que les hommes sont respectueux et qu'on nous embête pas. Je pense qu'ils sont plus c'est moins dans une histoire de tenue, c'est plus ils sont un peu plus vexés, je pense, si tu commences à les, moi ça m'est arrivé d'avoir des mecs qui m'arrêtent en course parce que je les dépassais et ils étaient vexés que je les dépasse. Ça c'est quelque chose qu'on voit moi j'ai déjà personnellement même le speaker il y a quelques années sur l'UTMB, pardon je te coupe, mais qui a on était dans le top 50 des premiers sur l'UTMB. Le speaker encourageait l'homme à pas se faire dépasser par la fille comme ça au micro, et ça le choquait pas. Mais c'est vrai que ça, d'un point de vue extérieur, il y a pas d'honte à se faire dépasser sur une fille, surtout quand on les voit qu'elles sont quand même très très fortes. Et c'est pas ridicule de se faire dépasser pour une fille, mais c'est pas malveillant de sa part. Attention, c'est pas là pour dire. Mais c'est vrai qu'il faut avoir un peu de recul des fois sur ce qu'on peut dire. Ça peut être vexant. C'est exactement ça. Je pense que maintenant, on a beaucoup plus de recul et on fait beaucoup plus attention. Enfin, c'est même pas faire attention, c'est beaucoup plus rentrer dans les mœurs aujourd'hui. Et ça, c'est chouette parce que les questions se posent moins. Et je sais plus le début de ta question, mais c'était sur les tenues. Exactement, ouais. Sur les tenues. Non, en fait, c'est plus sur la gestion, tu vois, en course qui va, je trouve. Alors, il y a des femmes ici, elles seront peut-être pas d'accord avec moi, mais moi, je trouve que c'est plus sur la gestion en course qui est plus compliquée en étant une fille. C'est bête, mais voilà, on va aller faire pipi. Bon, en fait, un garçon, il se pose pas la question, il se retourne, alors que nous, c'est plus, est-ce qu'on va pas être suivi à ce moment-là quand je vais aller derrière mon petit buisson, La nuit aussi, parce qu'il n'y a pas aussi. Exactement, quand tu es en train de courir ta frontale et qu'il y a, t'es avec que 10 mecs, mais en fait, même à l'entraînement, toute seule, si tu vas aller courir la nuit toute seule, c'est plus compliqué. Ou dans les forêts, toute seule, ça peut être plus compliqué sur cette partie-là. Ça, je suis complètement d'accord. C'est deux choses, en fait, pour moi, l'entraînement et être sur la course. Au contraire, je trouve que sur la course, il y a quand même un truc un peu fraternel, un peu bienveillant, où on est tous ensemble, on est dans la même galère. Et moi, je me sens pas mal à l'aise, en tout cas. Mais effectivement, demain, aller courir toute seule dans la montagne pour aller faire mon entraînement, je le fais pas. Mais comme je me balade pas forcément toute seule dans la rue non plus à Paris, tu vois. Non, mais le soir en tout cas. Il faut prendre conscience effectivement de ces enjeux-là, parce que des fois nous les garçons ça peut être assez éloigné et on se rend pas compte des difficultés, parce que nous on peut sortir quand on veut, aller où on veut, et on n'a pas du tout cette contrainte. Donc il faut bien sûr avoir en compte cette partie-là. Chloé, j'ai donné quelques chiffres tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous apporter un peu des précisions sur l'évolution de la participation féminine sur l'UTMB, les courses de l'UTMB, notamment les actions que vous avez pu mettre en place peut-être au fil des éditions, et puis les constats que vous avez faits et comment 9%, 10%, c'est encore très très faible. Comment est-ce qu'on fait aussi pour favoriser l'accès des femmes, en tout cas peut-être les privilégiés, pour pouvoir participer à cette épreuve ? Complètement. Donc, une des premières choses qui a été faite avec le nouveau système sportif, c'est de bien réfléchir à comment est-ce que ça allait se mettre en place pour avoir un maximum de monde et un maximum de place pour les femmes aussi sur les finales ici sur l'événement à Chamonix. Donc, le nouveau système sportif a surtout été réfléchi pour donner autant de place aux hommes qu'aux femmes, donc autant de slots qualifiants. Donc, pour les élites, il y a à peu près 150 places pour les hommes et 150 places pour les femmes sur chaque course. Donc, on voit vraiment qu'il y a autant de femmes élites que de hommes élites, qui déjà montrent qu'il y a une belle représentation sur ce niveau-là. Et donc, ça nous a tout de suite montré qu'on a une belle évolution déjà en un an, parce que c'est cette année que c'est la première année que c'est une finale mondiale. L'année dernière, sur l'UTMB, par exemple, on était à 9%. Cette année, on est au-delà des 12%, donc 12,2%, qui est encore très bas, mais c'est une belle évolution, surtout pour un 100 miles. Et sur la CCC, on est passé de 10% à 15% cette année. Donc déjà, en un an, d'avoir évolué sur les longues distances, ça commence à aller dans le bon sens. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais en tout cas, le nouveau système sportif est vraiment réfléchi pour un maximum donner des places aux femmes sur les finales. Bon, en tout cas, globalement, il y a quand même un vrai travail qui a été fait. On l'a vu dans le reportage, en 4-5 ans, on a vraiment fait beaucoup de progrès. Voilà, il y a des femmes qui se sont battues, on a fait pas mal de bruit aussi pour ça, et on voit quand même que c'est un peu une libération. C'est même, moi, dans ce que j'écoute, on sent vraiment un soulagement de se dire, ouais, bon, ça y est, on peut enfin s'assumer, on va pas nous dire, mais qu'est-ce que tu fais ici ? Voilà, franchement, pourquoi est-ce que tu fais ça ? Pourquoi est-ce que tu t'imposes ça ? Aujourd'hui, on comprend l'effort féminin, et ça, c'est aussi grâce à certaines femmes qui sont battues, aux organisations. Donc franchement, là, on se rend compte que c'est vraiment une délivrance, et que on est quand même en 2023. Ça me paraît dingue de se dire que voilà, on est en train d'envoyer des hommes sur Mars, et il y a encore, c'est hallucinant quoi. Je sais pas toi si ça te choque, Rudy, en tant qu'homme, mais c'est vrai que c'est assez dingue quoi. Non, ça me choque complètement.
Ça me choque complètement, mais là, avec le sujet que tu as dit, même quand tu as dit qu'on était en 2023 et on avait le sujet avec les femmes, je pense qu'on a exactement le même sujet avec les, entre guillemets, races. C'est exactement la même chose. C'est en 2023, je ne vois pas pourquoi une personne de couleur ou une personne de religion musulmane ou autre ne peut pas ou ne devrait pas courir dans une course, que ce soit UTMB ou un autre trail, quoi. Je ne comprends pas. Oui, il faut plus de représentation. C'est vrai qu'on ne va pas se mentir, quand on regarde les profils, il y a quand même une homogénéité. Oui. Ça change un petit peu, ça bouge, mais c'est quand même des profils qui sont extrêmement homogènes. Il y a un peu plus de jeunes, il y a un peu plus de femmes, ça bouge, mais c'est vrai qu'il y a encore pas mal d'efforts à faire sur la diversité, parce que ce n'est pas représentatif en tout cas de ce qu'on peut trouver. Au-delà de cette question, on peut aussi parler un peu des équipements trail pour les femmes qui sont souvent assez chers, même très chers quelquefois, assez limités aussi. Et puis de manière générale, c'est vrai que quand on regarde les rayons un peu trail, une grande partie sont quand même dédiés aux hommes ou pas forcément adaptés aussi pour les caractéristiques des femmes. Je pense aux sacs d'hydratation qui sont quand même plus pensés, imaginés pour la morphologie des hommes, même si ça commence à changer. On sait que les équipementiers aujourd'hui, l'image de Hoka, ont beaucoup développé des gammes un peu genrées, entre guillemets, aussi bien adaptées aux hommes qu'aux femmes. En tout cas, il y a cette... mais voilà, c'est encore quelque chose de nouveau. Il y a aussi les prix aussi des brassières qui sont quand même excessivement chers. J'ai l'impression que ça coûte plus cher, en tout cas, de s'équiper quand on est une femme. Justine, Chloé, voilà, je sais que vous êtes coureuses toutes les deux. Est-ce que vous constatez ça? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de frustration aussi quand on voit tout un linéaire pour les hommes et aller un tout petit bout de rayon pour les traileuses féminines? C'est sûr que c'est une frustration. Moi, c'est quelque chose, je suis coureuse aussi. Et la brassière, c'est un énorme sujet. Et la science derrière la brassière est assez impressionnante. Et je me dis, et tu l'as dit tout à l'heure, on envoie des hommes sur Mars. Et pourtant, on n'a pas encore investi autant dans juste réfléchir et faire de la recherche sur une bonne brassière pour les femmes qui peut avoir un impact énorme sur la performance sportive. J'avais appris qu'une mauvaise brassière pouvait, sur un marathon, enlever jusqu'à 1 mile de distance. Donc, quand on y pense, ça peut t'enlever jusqu'à près de 5 minutes, 6 minutes sur un marathon si tu as une mauvaise brassière pour une femme. Donc, sans parler du manque de confort qui est horrible. Manque de confort, ça réduit la performance. Donc c'est sûr que moi, c'est une frustration et c'est quelque chose il y a quelques marques qui commencent à aller là-dedans. Et je pense que les marques aussi vont réaliser, et c'est avec des événements comme l'UTMB, où il y a plus de représentation des femmes, il y a plus d'athlètes élites femmes, qu'il y a un marché aussi à aller chercher côté femmes et donc développer leur gamme pour ce nouveau marché qui est en train d'émerger et qui sera le marché de demain. Toi, sur trail, tu galères ou pas à t'équiper par rapport à ce qui se fait sur route ou même sur piste, On voit qu'il y a quand même plus de choix. Est-ce que tu as remarqué quand même une petite différence sur trail? Non, je galère pas en tant que tel, parce qu'en fait, on trouve quand même des équipements pour maintenant les mêmes pour les femmes que pour les hommes. C'est pas le sujet, c'est plus après dans ma gestion et dans les tests des équipements que je vais faire. En fait, va falloir que je réadapte aussi en fonction. Effectivement, le sac, les bâtons, il faut plus petit, il faut plus serré. Mais je trouve, alors comme tu l'as dit, je pense qu'on a moins de choix dans tout ce qui est les caractéristiques, les couleurs, etc. Mais aujourd'hui, si on veut s'équiper et qu'on a les moyens de le faire, on peut le faire. Et le prix des brassières aussi. Oui, ça, non, mais un peu évidemment, excessif, Chloé en a parlé juste avant. Oui, non, mais bien sûr, le prix des brassières, les sous-vêtements en général, avoir des sous-vêtements qui frottent pas et où on n'est pas complètement brûlé sous la poitrine et entre les jambes après une course. Moi, j'avoue que je cherche encore un peu toujours. Bon, c'est vraiment un sujet passionnant et voilà, il y a encore des choses à faire, mais en tout cas, c'est rassurant de voir que les choses commencent vraiment à bouger. Je vous propose maintenant qu'on passe à notre un peu dernier chapitre de l'émission d'aujourd'hui, un sujet qui concerne les femmes, mais pas que. C'est la famille et l'inclusion justement de la famille dans la pratique sportive, aussi chronophage que le trail et que l'ultra-trail. Avant qu'on discute de tout ça, j'aimerais qu'on écoute un magnéto au cours duquel je suis allé rencontrer Julie. Donc Julie, c'est une traileuse qui est aussi une maman solo de 3 enfants et qui va nous parler un peu de son organisation au quotidien, des difficultés qu'elle peut rencontrer pour venir sur les courses avec ses enfants, avec sa famille, qui pourtant ont un rôle clé dans la préparation d'un sportif. Je vous propose qu'on écoute ce magnéto. C'est parti. Alors Élodie, tu as 37 ans, tu as 3 enfants. De quel âge? 12, 14 et 16 ans. Tu es infirmière libérale. Tout à fait. Un métier qui prend beaucoup de temps. Et je crois que tu es parent monoparental. C'est ça. Et tu fais l'ultra trail. Exactement. Comment tu arrives à t'organiser?
Justement, tout est dans l'organisation. Je crois qu'on ne peut pas se permettre de s'entraîner et de pratiquer des ultras sans une organisation millimétrée et très calibrée. Sans soutien et sans aide de tes proches, de ta famille, de tes amis, tu penses que tu pourrais pas faire de l'ultra, ou du trail ou même du sport? Je pense qu'on peut toujours y arriver, mais il reste des barrières qui seraient très difficiles à franchir, notamment la garde des enfants. Maintenant, moi, ils ont 12, 14 et 16 ans, mais j'ai attaqué le trail il y a bientôt 7 ans. Donc, j'ai été confrontée aussi à la garde des enfants quand on veut enfiler un dossard en tant que maman séparée. C'est compliqué sur les trails de pouvoir faire garder ses enfants. Voilà, il y a du travail à faire. Alors, tu parles des difficultés pour faire garder tes enfants. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, le monde de l'ultra-trail est accueillant pour les enfants? Est-ce que c'est facile de venir avec ses enfants sur les courses? Est-ce qu'ils sont bien accueillis? Est-ce qu'il y a des choses qui sont pensées pour eux, pour qu'ils passent un bon moment? Parce que c'est important aussi, c'est comme ça qu'on va leur donner le goût de l'effort, le goût de pratiquer une activité physique. Alors là, je vais répondre du coup très personnellement. Effectivement, je pense qu'en France, ailleurs aussi, mais en France, on essaye de faire quelque chose. On est sur le début de l'inclusion des enfants autour d'une course d'ultra-trail. Ça reste encore sur une minorité de courses. Par contre, inclure un mode de garde est très certainement quelque chose à penser et à organiser. Et je pense que ça permettrait d'avoir beaucoup plus de femmes, du coup, sur les ultra-trails. Là, quand on se balade sur le village de la course, sur l'UTMB, on se rend compte qu'il y a finalement très peu d'enfants, très peu de femmes avec des poussettes, ce qui n'est pas forcément le cas quand on court à l'étranger, notamment en Amérique où on voit beaucoup de familles, beaucoup de poussettes sur les courses. Ici, ce n'est pas du tout le cas. Comment est-ce que tu as la même perception et comment est-ce que tu pourrais l'expliquer, ce phénomène? Effectivement, s'il y a si peu de poussettes aujourd'hui et de jeunes enfants sur les ultra-trails, c'est pas pour rien parce que c'est quand même une réalité. Je suis allée me balader hier sur les stands du village et on en voit quand même très peu et j'avoue que ça reste quelque chose de compliqué en termes d'heures quand on veut rester sur des événements comme ça. Effectivement, on est encore loin d'une organisation qui a été pensée pour la famille. Je pense que c'est vraiment un axe secondaire. Je ne dis pas que ce n'est pas pensé. Voilà, ça reste un axe secondaire qui est en cours d'évolution et qui demande à être effectivement un peu mieux pensé. Tu penses qu'aujourd'hui, clairement, quand on organise un événement sportif, tout est centré autour de l'athlète, autour du coureur, et pas vraiment la famille, les enfants, l'entourage, les proches, les spectateurs. C'est vraiment centré sur l'individu du coureur. Oui, tout à fait, Guillaume. C'est un peu ce que je pense. Je pense qu'on nous met vraiment au centre et pourtant, nos familles sont si importantes et elles sont garantes aussi de nos réussites. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, ça mériterait d'être un petit peu décentré et repensé. L'ultra et le trail devraient être repensés, oui. D'autant que dans la société, je pense que c'est vraiment nécessaire que la famille soit mise en valeur aussi. Nous revoilà au studio. Rudy, Justine, quelle est votre réaction suite au témoignage d'Élodie, de votre propre expérience par exemple? Est-ce que vos familles, vos proches influencent c'est important pour vous dans votre soutien sportif? Parce que c'est vrai, là, quand on écoute le témoignage d'Élodie, c'est assez... on voit quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En plus, un parcours impressionnant. Je pense, moi, je suis admiratif. Élodie, 3 enfants, maman solo, qui arrive à courir des ultras, en plus qui arrive à bien performer, qui est infirmière libérale. Je pense que franchement, ces profils-là, il faut les mettre en avant parce que pour moi, c'est aussi incroyable que les élites. Enfin, il faut se rendre compte un peu de l'énergie qu'il faut mettre pour arriver à ça. C'est complètement exceptionnel. Vous en pensez quoi, vous, tous les deux? Non, mais je suis déjà effectivement bravo Élodie parce que je pense que la plupart des coureurs et des coureuses, comme tu l'as dit, ne sont pas des élites avec tout un staff derrière, avec une équipe, avec des gens qui les gèrent. On est tous et toutes des gens normaux. Donc effectivement, je pense qu'il faut... alors, je n'ai pas d'enfants, donc je ne peux pas trop me permettre de donner un avis, en tout cas sur tout ce qui est la garde des enfants, parce que je n'ai pas encore... expérimenté, mais effectivement je pense qu'aujourd'hui la place de la femme, en tout cas pour moi la vision d'un trail
c'est une aventure familiale et collective. C'est pas juste effectivement aller faire ta petite course. Enfin, moi, je suis hyper admirative aussi des gens qui vont faire leur ultra tout seuls et puis qui rentrent chez eux le soir. Enfin, moi, je trouve que c'est un moment de vie, un moment de partage avec tes proches, avec ta famille. Alors nous, avec l'équipe, avec Power Up aussi. En fait, un coureur aujourd'hui, s'il arrive à performer, c'est grâce aussi au soutien de ses proches, que ce soit sur la partie ravitaillement, même sur la gestion de la course, sur les entraînements. Après, effectivement, je pense qu'il y a des choses encore à mettre en place pour le coup, pour avoir, en tout cas pour aider les personnes qui sont qui s'occupent d'enfants ou qui ont une famille, à les mettre plus au centre pour en faire une aventure collective, commune, ouais, exactement, et enlever cette charge mentale aussi, parce que mine de rien, ça pèse dans l'organisation. Alors on a parlé des coûts financiers, on a un peu parlé de l'entraînement, de la nutrition, mais il y a toute cette charge mentale qui est ultra présente. Alors plus pour les femmes évidemment que pour les hommes, dans la gestion et dans l'organisation pour venir faire sa course tout un week-end, il faut savoir gérer. Donc, bien sûr, c'est un travail d'équipe. Ouais, exactement. C'est un travail d'équipe, il y a le conjoint, la conjointe. Toi, je sais pas, Rudy, si voilà, tu aimerais bien que ta famille, tes proches, ils ont quand même un rôle essentiel finalement. Il y a des personnes qui me disaient, voilà, c'est vrai qu'il faudrait presque une médaille aussi pour l'assistance, ou un signe de reconnaissance aussi, parce que quand on prépare un trail, une longue distance, bah, c'est toute la famille qui est mise à contribution en fait, pour qu'on puisse s'entraîner, qu'on puisse Et c'est vrai que sur les courses, ça reflète pas cet investissement et ce travail d'équipe. Je suis complètement d'accord, parce que là, rien que pour prendre l'exemple de cette semaine, j'ai dû gérer les kids. J'ai dû gérer les kids, donc les 25 personnes de mon équipe. Le jour où ils sont arrivés, on avait Justine qui courait la MCC, et il fallait que j'aille la rejoindre. Je voulais absolument la rejoindre à Argentière. Et ensuite, à l'arrivée, le lendemain, on avait la YCC et le TC. Donc, j'ai aussi dû les emmener à Courmayeur, gérer leur arrivée à chacun. Hier, j'ai dû faire des allers-retours en Suisse et France pour l'OCC. On a dû les emmener à Orsières. En attendant, il fallait que je m'occupe des personnes qui étaient sur Chamonix. C'est ton ultra, toi, quoi. Voilà, c'est ton ultra, toi. Donc c'est pour ça que je suis complètement d'accord, il me faut une médaille. Il me faut aussi clairement une médaille. Je suis d'accord qu'au niveau de l'organisation... c'est pas une idée, en tout cas un petit signe de reconnaissance, c'est quelque chose qui peut être fait. C'est pour ça que c'est aussi très mignon, les gens, je trouve, qui passent la ligne d'arrivée avec leurs enfants, leurs chiens, leurs femmes. Et en fait, c'est... Je sais que ça dérange certains, on a vu des trucs et tout, pourtant moi je trouve que c'est absolument incroyable, et que c'est ces images moi que j'ai envie de voir dans le trail. C'est une aventure, comme on disait, c'est une aventure collective, et si t'es femme ou homme d'un ou d'un coureuse, effectivement, tu supportes aussi de ton côté la gestion. Chloé, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que le groupe UTMB a mis en place comme mesure pour favoriser justement l'inclusion des familles durant les courses? On peut... est-ce qu'il y a des pistes de réflexion sur des problématiques? Je pense notamment aux enfants, au système de garde peut-être, en priorité peut-être aux familles monoparentales. Alors là, dans le reportage, une personne qui n'a pas voulu, pour des raisons qu'on comprend parfaitement, il n'avait pas envie de témoigner, en tout cas avec le micro, mais il a accepté que je raconte son histoire. C'est un monsieur qui malheureusement a perdu son épouse d'une maladie en quelques mois, donc il s'est retrouvé avec ses enfants, et il a gardé justement le trail, il a beaucoup aidé dans son processus de deuil, de reconstruction, et malheureusement, donc là il va participer à une course de l'UTMB, et il ne peut pas venir avec ses enfants parce que c'est trop contraignant, et donc il regrette malheureusement que ses enfants ne puissent pas être là. Il a dû les confier à quelqu'un d'autre parce que c'est trop compliqué de les avoir, ce genre de choses, notamment au système de garde. Et s'il n'y a pas quelque chose à imaginer pour faciliter justement en priorité les familles monoparentales, avec peut-être un référencement de babysitter, mettre les crèches, les maternelles, peut-être des bénévoles, comme on peut avoir des bénévoles kinés, ostéo. Est-ce qu'on ne peut pas avoir des choses un peu faciliter l'organisation pour aider ces personnes-là qui déjà ont plein de contraintes pour pratiquer leur sport? Est-ce qu'on peut pas un peu les aider sur ça? Complètement, et déjà je suis vraiment alignée avec cet esprit que le trail est un sport individuel, mais en fait pas du tout, et c'est complètement l'inverse. C'est toute une équipe, c'est toute une famille. Les accompagnateurs ont un vrai rôle à jouer dans la course. Nous, quand on réfléchit à un événement UTMB, on le réfléchit vraiment avec la famille en tête. Le parcours d'un coureur, aller chercher son dossard, le village, à ce qu'il va faire dans les jours avant, à vraiment tous les éléments autour de la course, et réfléchi pour avoir des enfants, avoir une famille qui le soutient.
C'est là où le plan de transport et vraiment tout le dispositif pour les accompagnateurs de pouvoir aller sur les ravitaux, de pouvoir faire l'assistance à leurs coureurs est vraiment au centre de l'organisation. Nous, c'est une grosse partie de notre priorité et du travail qu'on fait sur l'année, de vraiment réfléchir à l'accompagnateur, qu'est-ce que lui, il va vivre pendant cette semaine, comment est-ce qu'il va pouvoir se déplacer. On a 7 camps de base tout autour du Mont Blanc qui vont pouvoir accueillir les familles, surtout avec des enfants, pour s'ils arrivent un petit peu tôt à un ravito, que leur coureur il arrive que dans quelques heures, pouvoir se reposer, dormir, manger, être accueillis par des bénévoles dans des espaces chauds, pour vraiment pouvoir leur donner une expérience de la course qui est au plus confortable. Et donc cette réflexion-là se porte bien sûr pour eux et pour pouvoir suivre cette course. Nous, ce qu'on adore et ce qu'il faut absolument garder, c'est de pouvoir finir avec les enfants dans les bras, vraiment vivre ce finish avec eux. Et c'est un moment tellement magique et on le reconnaît beaucoup et il y a énormément de coureurs qui finissent comme ça. Après, je comprends qu'il faut qu'on puisse aller plus loin pour offrir des solutions à ceux qui sont monoparentales, qui n'ont vraiment pas d'autres solutions de garde. On avait testé une garderie sur un événement en Suisse, à nous, l'année dernière, et ça a plutôt bien marché. Donc, c'est un plus petit événement, donc c'était plus facile. Mais je comprends que ça peut être quelque chose d'hyper intéressant, au moins offrir une solution, mettre en relation des babysitters, des systèmes de garde, pouvoir offrir un endroit aussi pour eux pendant la semaine. En tout cas, nous, c'est clairement une prochaine étape pour nous. On a sorti notre politique de grossesse en début d'année, en avril, qui déjà montre que on est là et on a envie surtout d'avoir une solution pour ceux qui viennent juste d'avoir un enfant. On va en reparler justement de la politique de grossesse, parce qu'effectivement, c'est une initiative qui est excellente. Donc, j'aimerais bien qu'on prenne un temps vraiment pour en discuter. Mais pour finir sur le sujet des enfants, c'est vrai que quand on pose la question aux parents, souvent, ils ont l'impression que les enfants s'ennuient. Tu vois, il y a finalement peu de choses. Certes, il y a les courses UTMB pour les enfants qui sont superbes, mais c'est un peu, faites votre événement dans votre coin, on va vous mettre un peu plus loin et puis après laisser un peu les grandes personnes. C'est vrai qu'on peut penser à des choses. Moi, je me suis baladé sur des marathons, notamment en Amérique, où il y a des stands un peu créatifs, où on va faire des pancartes avec des dessins, des accompagnateurs, où du coup, les parents peuvent laisser avant d'entrer dans le village, dans le salon. Et puis, les parents vont soutenir comme ça en faisant des superbes cartes absolument magnifiques. Et du coup, ils passent un bon moment. Après, ils sont fiers d'aller encourager leurs parents. Il y a aussi des jeux gonflables, des fois, vraiment des espaces dédiés aux enfants. Et ça, c'est important. Pourquoi ? Parce qu'on est à l'heure où la sédentarité chez les plus jeunes, elle est terrible, elle fait des ravages avec la digitalisation du monde. Et il faut justement se servir de ces événements sportifs pour donner le goût de l'effort, pour que les enfants passent un bon moment, pour que ça soit accueilli. On peut s'inspirer aussi, alors ça fait un peu scandale, mais ce que fait McDonald's très très bien, les fast-food ou même Ikea, où ils ont compris l'importance avec les jeux d'accueillir les enfants pour l'économie de manière un peu plus pragmatique aussi. Et c'est vrai que si on veut que les générations perdurent, ça passe aussi par les enfants. Donc il y a aussi un intérêt économique de le faire pour être un peu plus pragmatique. Là, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on s'est vraiment focalisé sur les mini UTMB. Pour nous, c'est ça notre premier enjeu là-dessus, d'organiser un événement et de pouvoir offrir la vraie course aux enfants. Et complètement, on a un village qui est absolument extraordinaire avec plein de marques et on pourrait imaginer avoir une zone à l'entrée pour pouvoir laisser ces enfants jouer pendant que les parents vont faire un petit tour du village. En tout cas, avoir des endroits pour eux, on comprend que c'est un enjeu et que ça peut encourager d'autant plus des gens à venir avec leurs enfants et de leur partager aussi le goût du sport. Moi, je sais que je l'ai eu jeune aussi. Mes parents, ils m'emmenaient toujours sur leurs courses comme ça. J'ai toujours vécu et passé mes week-ends sur des événements comme ça. Et aujourd'hui, c'est sûr que ça m'a aidé à aussi me donner le goût du sport. N'hésitez pas à regarder ce qui se passe notamment au Québec, au Canada. Vous allez voir qu'il y a pas mal d'initiatives qui sont mises et je pense qu'on peut aussi beaucoup s'en inspirer. Alors tu parlais justement, on va revenir un peu sur la politique de grossesse, qui est une innovation très importante effectivement cette année, qui a été mise en place par l'UTMB Group pour justement pouvoir accompagner ses parents. Alors on se souvient de l'athlète anglaise Sophie Power et sa photo d'Alexis Berg. Je ne sais pas si vous l'avez vu cette photo où elle donne le sein. Et effectivement, Sophie avait expliqué qu'elle était tombée enceinte pendant sa préparation et qu'on lui avait refusé en fait la possibilité de décaler son inscription. Je crois que vous avez tiré un peu des enseignements de ça. Il y a peut-être une remise en question qui a été faite et aujourd'hui vous arrivez avec un programme beaucoup plus empathique pour les parents.
Complètement, cette photo a été un peu un réveil pour nous dire, bah voilà, il y a une situation auquel on n'a pas pensé aujourd'hui. Quand tu t'inscris pour une finale sur l'UTMB Mont-Blanc, c'est plusieurs années de préparation pour avoir tous les points, pour finalement être pris à la loterie. Et en fait, au moment où on est pris, on ne peut pas savoir si c'est le moment où on va tomber enceinte ou pas. Donc la politique de grossesse, c'était vraiment une nouveauté très très importante. On l'a sortie en avril cette année. Donc déjà, bien sûr, pour les femmes, si elles tombent enceintes, elles ont jusqu'à 5 ans pour revenir sur l'événement. Le 5 ans est très important. On a vraiment voulu aller au-delà, déjà parce que l'ultra trail, ça demande beaucoup d'entraînement. Et on revient à cette notion de garde. On a regardé un peu tous les pays dans le monde et on s'est dit, à partir de 5 ans, il y a une solution de garde dans la plupart des pays. Et donc, on sait que pour s'entraîner, il faut une solution de garde. Donc, il fallait au moins donner 5 ans pour que les mamans puissent revenir à l'ultra trail. Mais dans cette politique, on a aussi inclus les conjoints et toutes les familles qui pourraient adopter un enfant pour aussi donner la place à un conjoint. On sait que là, par exemple, il y a un homme qui a dit que sa femme, elle vient juste d'accoucher cette semaine. Il est censé courir l'UTMB ce soir. On lui a dit, non mais bien sûr, pas de problème. Tu as le temps de revenir. Tu as 3 ans pour revenir. Et juste pour vous donner un petit chiffre, cette année, on a déjà 25 personnes qui ont bénéficié de cette politique. On en a 15 qui sont en process, auxquels on doit répondre dans les prochains jours, juste sur nos événements en France. Donc on sait que ça a déjà apporté une solution à beaucoup de personnes. Vous en pensez quoi, vous, justement, de cette initiative? Parce que tu le disais tout à l'heure, c'était des fois 9 ans d'attente. C'est vrai que quand on a un enfant, ça peut être hyper frustrant. Là, aujourd'hui, aussi bien les hommes que les femmes, et ça, je trouve que c'est vraiment génial parce que c'est vrai que dans la parentalité, pour le coup, des fois, les hommes sont un peu oubliés. Donc c'est important aussi. Alors, les congés paternité sont quand même assez récents et donc c'est important aussi de remettre les parents au centre. Et donc aujourd'hui, si demain, Rudy, tu as la chance d'avoir un enfant, je ne sais pas si tu as dans les projets, mais tu pourras, si tu es qualifié, de décaler et tu as la certitude de reporter. Ça sera facile pour toi. Est-ce que tu penses que c'est une bonne initiative? Non, c'est une très bonne initiative. Je pense que c'est super. C'est une très bonne idée du TMB. J'espère que, c'est vrai que j'espère que ce sera sur ça. En tout cas, j'espère que vous serez copié. Ça a été un échange passionnant. Alors j'ai vu que tu as pris beaucoup de notes, Chloé. J'espère qu'on a débattu un petit peu. Il y a certainement aussi d'autres initiatives qui sont prises et que c'est comme ça aussi. Il faut laisser le temps et ça prend du temps. C'est des mesures qui peuvent paraître simples, mais on sait que derrière il y a toute une logistique et que c'est tout un travail que toi, j'imagine, tu fais à l'année. Mais on peut, si on veut être un peu objectif, les choses vont dans le bon sens et on espère que ça va continuer à avancer. Merci infiniment à tous les deux. Merci. Et puis merci à Oka aussi, partenaire de l'UTMB, d'avoir permis de créer cet échange, ce débat, parce qu'on sait que les partenaires sont aussi très exigeants et aussi vous challenge dans la capacité de repenser, d'améliorer les courses. Et ils ont un rôle très très clé. C'est important de leur rendre aussi cet honneur parce que c'est un cercle vertueux. Moi, je sais sur d'autres courses un peu l'impact qu'a pu avoir même un Schneider Electric sur le marathon de Paris, sur le côté un peu plus développement durable. Donc on sait que c'est aussi un cercle vertueux à l'heure où on critique un peu les sponsors, mais si tout le monde se tire vers le haut, ça passe aussi par ça parce qu'il faut des moyens, des financements. Et donc, gardons toujours ça à l'esprit. Merci infiniment à tous les trois. Merci. Et puis, bonne fin de l'UTMB et à très vite. À très vite. Merci. L'UTMB vient de célébrer son 20e anniversaire. Chaque vendredi du 8 au 29 septembre, nous vous ouvrons les portes de l'ultra-distance. Plongez au cœur de la préparation des athlètes de légende et découvrez les secrets derrière leurs exploits hors normes. Ce programme vous est proposé par Oka, partenaire principal de l'UTMB.